Alors ici, je te propose un format de vidéo un peu différent. Natalia Ishchenko, c'est la directrice des opérations chez Robocash depuis décembre 2021. J'ai eu l'occasion de rentrer en contact avec elle et de lui poser quelques questions, du coup évidemment, je t'en fais profiter. Un détail qui passera peut-être pas inaperçu, elle parle français. Alors pas au quotidien, hein, mais là elle a bien voulu faire l'effort pour nous, d'ailleurs je lui en suis au passage très reconnaissante. Petit spoiler, après notre interview, on a discuté encore un peu et elle m'a donné une info un peu en avance qui a très forte chance de t'intéresser, donc je t'invite à rester jusqu'au bout. Sinon, tu vas voir que les questions que je pose couvrent des champs assez larges. Comme d'hab, tu auras un plan de la vidéo pour passer directement au sujet qui t'intéresse le plus. Et tu le trouveras en bas de la vidéo. Mais dans les grandes lignes, on parle d'elle, notamment en tant que femme dans le secteur de la finance, parce qu'on sait que c'est quelque chose d'assez rare. Évidemment, on parle aussi de Robocash, de la place de ses utilisateurs français, de ses projets, de ses challenges, et des risques auxquels la plateforme, aussi bien que le groupe, doit faire face. Voilà, je te laisse écouter l'interview et nous, on se retrouve de l'autre côté. Merci beaucoup, Natalia, de m'accorder un moment. Merci à vous. Ouais. Voilà, je pense que ce petit échange qu'on va avoir, ça pourrait être quelque chose de très intéressant pour les gens qui vont regarder, surtout que c'est en français. Oui, Donc, avec plaisir. Natalia Ishchenko, alors avec près de 20 ans d'expérience dans le secteur bancaire à l'international et dans le consulting, votre parcours professionnel est plutôt impressionnant et inspirant. Est-ce que vous pouvez vous présenter un peu plus en détail? Oui, bien sûr. Je m'appelle Natalia Ishchenko. Depuis décembre 2021, je suis directrice d'opération du groupe Robocash. Et concernant mon expérience professionnelle, je suis dans le domaine financier plus de 20 ans. Dont une dizaine d'années, je travaille sur la création de nouveaux produits financiers, l'optimisation des processus, avec l'utilisation des nouvelles technologies comme robotics, par exemple. J'ai travaillé dans les plus grandes banques du secteur, dans des compagnies de consultation et en cours de 2 dernières années dans le secteur de technologie financière. Ok. Et dites-moi, comment est-ce que vous en êtes arrivé à travailler chez Robocash? J'ai d'abord travaillé dans le groupe de paiement international. C'est une fintech qui développe des solutions de paiement pour les clients et pour les entreprises. À ce moment-là, j'ai rencontré l'équipe de Robocash et mon expérience a intéressé à Robocash et donc je travaille ici maintenant. D'accord, d'accord. Mais ça veut dire que, donc, si je comprends bien, Robocash, c'était un client, en fait, avec vous. C'est-à-dire que vous avez travaillé ensemble avec Robocash en tant que prestataire et c'est comme ça que vous vous êtes rapprochés d'eux, c'est ça? Mais non, pas de clients, un partenaire. Ah, Nous avons plusieurs de projets conjoints, dont mhm. certains se poursuivent maintenant. Mais il m'a fallu un certain temps pour passer à Robocash parce que j'avais un certain nombre de tâches à terminer à la compagnie précédente. Mais je suis heureuse, c'est un vrai plaisir de travailler ici. C'est une compagnie qui apprécie ses clients, ses partenaires et ses employés. Nous sommes une équipe avec vues similaires et qui est constamment à la recherche de nouveaux moyens pour améliorer ses services et ses produits. Et depuis le début de cette année, nous avons beaucoup de difficultés dans les pays où on est présent, mais nous sommes devenus encore plus flexibles et stables. Et notre budget de revenus net, par exemple, dans tous les pays a augmenté. Ok. Dites-moi, on sait malheureusement que peu de femmes occupent des postes à haute responsabilité et en particulier dans le secteur de la finance, en fait. Comment est-ce que vous y êtes parvenue? Depuis ma jeunesse, j'ai toujours aimé être active, travailler en équipe, étudier beaucoup. J'aime exercer les tâches quand je dois confronter avec les difficultés que personne n'a jamais fait. J'aime apprendre tout le temps quelque chose de nouveau.
on m'a confié beaucoup de projets que personne ne voulait faire. Par exemple, une banque a dû construire un système de gestion de la qualité à partir de zéro. Et personne n'était intéressé parce que cela n'avait aucun rapport avec affaires ou argent. J'ai mis en œuvre le système et il est arrivé que c'était une chose très nécessaire pour la banque parce qu'il s'agit des clients et de l'efficacité des processus. Et cette banque est constamment au sommet de qualité de service clientèle. Et pour moi, c'était une nouvelle expérience exceptionnelle. Et autre exemple, une histoire pareille avec mon cours Harvard Business School sur Sustainable Business Strategies. En 2019, en Russie, personne n'était en courant et il n'y a pas pensé. Et les gens ont poliment laissé entendre que ce n'était rien parce qu'il ne s'agissait pas d'innovation, de numérisation et d'autres choses qui étaient à la mode. Et en 2020, toutes les grandes entreprises ont commencé à en parler et j'ai créé une stratégie de développement durable pour grandes compagnies de paiement. Et je pense que ma recette du succès est travailler dur, de ne jamais s'arrêter, d'étudier, d'aimer les gens, d'être honnête, de faire confiance aux gens et d'anticiper les futures tendances. D'accord. Si c'est possible. Ouais. D'accord. Mais du coup, vous, au cours de votre carrière, en fait, est-ce que vous avez eu à faire face à des difficultés, des défis, des challenges particuliers en tant que femme? Moi, non. Je n'ai jamais de problème. Je pense que j'ai de la chance. Et cela n'a jamais été un obstacle pour moi. Malgré, je pense que les hommes ont plus de chance, surtout si vous avez des enfants. Normalement, vous divisez entre votre enfant et votre carrière. Quant à moi, j'ai pris un congé de maternité pour 2 semaines avant la naissance de ma fille. Et 2 semaines plus tard, j'ai repris le travail. Et c'était dur. Je dormais pendant 2 heures par jour. Je pensais que j'étais une mauvaise mère et mauvaise employée. Je travaillais et je partais en voyage d'affaires la nuit pour gagner le temps. Mais j'ai réussi à ma carrière et c'était une expérience merveilleuse. Et je pense que pour les hommes, normalement, c'est plus facile parce que c'est leur femme qui s'occupe des enfants. Ouais, souvent, c'est souvent comme ça, effectivement. Donc, du coup, en fait, concilier la carrière et la vie de famille, effectivement. Bon, après, ça commence tout doucement à évoluer un petit peu dans certaines régions du monde, mais bon, c'est vrai que dans l'ensemble, en général, c'est assez, en tant que femme de ce côté, c'est assez compliqué, ouais, je comprends. Donc, à part la conciliation entre le travail et la vie de famille, qui en soi est déjà un challenge énorme, c'est-à-dire que vous avez eu la chance de ne pas connaître la barrière particulière, de barrière particulière au travail en raison de votre sexe, si je comprends bien. Non, mais je sais que c'est un problème pour beaucoup de femmes dans le monde. J'ai même fait des recherches lors d'une conférence américaine l'année dernière. Pour la plupart des femmes dans le monde, il y a des obstacles pour l'éducation supérieure, pour faire business, même en Union européenne et Amérique. D'après des données statistiques, pour chaque dollar qu'un homme gagne en effectuant le même travail, une femme n'a que 54 cents. 54 cents. Ah ouais. 54. Ouais. Oui. Il y a donc beaucoup de choses à améliorer. C'est énorme. C'est vrai que J'avais plus les chiffres en tête, mais je savais qu'il y avait quand même un gap, un fossé assez important, mais j'avais oublié que c'était à ce point-là. Oui. Et je pense aussi qu'en fonction en fonction des secteurs et du travail effectué, il y a aussi des différences. Mais c'est vrai que c'est. Ouais. Mais du coup, dites-moi alors, en parlant de femmes.
Est-ce que vous pouvez nous dire quelle est la proportion parmi les investisseurs de Robocash entre, la proportion femmes en fait, chez vous? La part de femmes investisseurs sur Robocash parmi les clients enregistrés est passée de 10% en 2019 à 15% en 2022. Ok, c'est super. On voit donc on voit une évolution quand même dans la bonne direction. Donc bon, ça on pourrait en parler pendant des heures et des heures de cette évolution-là, mais bon, ça m'a l'air d'être un reflet de ce qui se passe un petit peu dans le monde. Je veux dire la démocratisation dans le domaine de l'investissement. Donc je trouve ça sympa, je trouve ça cool. Parce que si c'est vrai, je suppose si c'est vrai chez Robocash, c'est probablement vrai à plus large échelle dans le monde du crowdlending, mais dans tous les domaines d'investissement en général. Donc, c'est assez encourageant. Oui, je suis d'accord avec vous. Ouais. Ok, est-ce que vous investissez personnellement sur Robocash ou dans le crowdlending et ou dans d'autres domaines Je le souhaite, mais nous avons des restrictions selon lesquelles seuls les résidents de l'Union européenne, de la Suisse et du Royaume-Uni peuvent investir sur la plateforme. Quant à moi, j'investis dans l'immobilier. Je m'intéresse actuellement sur la possibilité d'ajouter des produits d'investissement immobilier sur la plateforme. La diversité des offres est très importante pour les investisseurs et je voudrais répondre à différents besoins. D'accord. Ça pourrait être quelque chose d'intéressant, effectivement. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. Ok. Concernant les investisseurs français sur Robocash, quelle est leur proportion sur la plateforme? Parmi les utilisateurs enregistrés sur la plateforme, 8% sont français. Ouais, ok, 8%. Et est-ce que vous avez remarqué une évolution de ce point de vue-là, en fait, au cours des derniers mois ou au cours des dernières années? Oui, le nombre d'investisseurs en France est passé de 6% à 8% depuis 6 derniers mois. Aujourd'hui, la France est au 3e rang après l'Allemagne et l'Espagne. Troisième. Ok. De 6 à 8% en 6 mois, ça fait. On voit qu'il y a quand même une petite évolution. C'est bien, c'est encourageant. Mais et quelle est la place du marché français, en fait, vous, dans vos ambitions futures, s'il y en a? Nous constatons un intérêt croissant de l'auditoire français et essayons de communiquer beaucoup avec le marché français. Nous envisageons la possibilité d'une communication plus active avec les leaders d'opinion français, de la publicité en français. Nous n'excluons pas non plus l'idée de localiser le site en français. D'accord. Localiser le site en français. Alors, localiser le site en français, qu'est-ce que vous voulez dire exactement? C'est-à-dire traduire, donner un accès, en fait, en français au site. Oui. D'accord. D'accord. Ça veut dire que si moi, je me connecte… Faire le site en français. Oh. Ça, ce serait top. Je serais la première à l'utiliser. Non pas que j'ai de gros problèmes avec l'anglais, mais on est toujours beaucoup plus à l'aise en fait dans sa langue maternelle. Donc ce serait super. Ok. Concernant les autres investisseurs de Robocash, c'est-à-dire ceux qui viennent d'autres pays, je veux dire, de quel pays viennent la plupart d'entre eux? Le leader de long terme est l'Allemagne, 27% des investisseurs. La part des investisseurs espagnols est 17% et des Français, 8%, comme j'ai dit. Ouais, d'accord. Ah oui, donc presque un tiers quand même, c'est des Allemands. Wow. Ok. Toujours en termes d'évolution, quel pays connaît la plus grande croissance de ce point de vue? Je pense que la France. Depuis 2019, la part des investisseurs français a été multipliée par 5. Le pourcentage de clients italiens et espagnols a également augmenté de manière significative, mais France a augmenté plus grand. Ok, wow. Alors, 5 multiplié par 5 depuis 3 ans, quoi. Ça me paraît beaucoup, en fait. Ça me paraît vraiment… Ok, bon à savoir.
J'ai une autre question. Le crowdlending, ou comme on dit, le P2P lending dans la sphère internationale, ça n'a pas l'air. Enfin, c'est une niche d'investissement en fait qui n'a pas l'air tellement connue en France comparé à l'Allemagne ou à l'Espagne par exemple. D'après vous, quelles en sont les raisons? La France, c'est le plus grand marché financier d'Europe continentale depuis près de 10 ans. Ouais. Quant au marché du P2P, il y a un volume de financement assez élevé par rapport aux autres pays européens. Je dirais que nous parlons peut-être de la couverture de l'information. Le marché est en croissance et avec il augmente le nombre d'experts financiers qui comprennent le marché. Pour choisir la plateforme qui vous convient le mieux, vous avez besoin d'un leader d'opinion avec une expertise qui est toujours avec les nouvelles dans l'industrie. Et au cours de la dernière année, les influenceurs français sont devenus plus actifs et préparent régulièrement des mises à jour informatives sur les plateformes P2P. Et avec de nouveaux influenceurs, de plus en plus de gens apprendront davantage sur les plateformes, et Robocash en particulier. Ok, d'accord. Alors, concernant Robocash, je veux dire la plateforme, aussi bien que le groupe, quel changement et quel défi, en fait, vous voyez à moyen et à long terme? Avec l'émergence de nouvelles compagnies, la concurrence dans le segment P2P a également en croissance et pour notre part, nous nous efforçons de maintenir fermement notre position sur le marché en proposant une offre compétitive et rentable. Et il y a des événements mondiaux sur lesquels nous ne pouvons pas influencer. Dans ce cas, afin d'éviter tout déclin significatif et les crises, nous nous concentrons sur l'optimisation du travail des compagnies existantes dans notre holding. En ce qui concerne la plateforme, nous continuons à travailler avec le produit existant pour le moderniser et le rendre plus pratique à utiliser. D'accord. Ok, donc si je comprends bien, dans l'ensemble, l'objectif premier, en fait, c'est de rester stable sur votre marché, hein, c'est bien ça. Ce qui au passage est déjà assez, c'est ce qui est déjà un objectif, une stabilité assez impressionnante déjà en soi, hein, vu le contexte actuel. Oui, mais c'est ça. Hein, oui. Ok. Oui, la stabilité est très importante pour nos investisseurs en termes de fiabilité financière et de fiabilité et de sécurité de nos services. Ouais, carrément, complètement. J'abonde complètement dans ce sens-là. Ouais. Ok, d'accord. Donc, on sait qu'une plateforme régulée a tendance à rassurer les investisseurs. Pourquoi ne l'êtes-vous pas? L'entité juridique qui fait opération de notre plateforme, Robocash DO, est réglementée par les lois et règlements de la République de Croatie et est incluse le registre judiciaire de ce pays. Ok. Mais comment dire? À ma connaissance, corrigez-moi si je me trompe, hein, mais à ma connaissance, en Croatie, en fait, il n'y a pas une vraie législation qui encadre le crowdfunding ou plus spécifiquement le crowdlending. Donc, Robocash respecte effectivement la législation locale, mais il n'y a pas une licence officielle de prestataire de services financiers, comme ça peut être le cas dans d'autres pays. Donc, en d'autres termes, comment dire ça? Pour quelles raisons, en fait, est-ce que Robocash est localisé justement en Croatie? Attendez la question comme ça. L'une des raisons de la relocalisation de Robocash était l'incertitude du régime de licence pour les plateformes P2P en Lettonie, qui pourrait compliquer l'utilisation de la plateforme et imposer certaines restrictions pour les investisseurs et la plateforme. Et la
relocalisation en Croatie impliquait que rien ne changerait pour les utilisateurs en ce qui concerne les processus d'investissement, les conditions et la fonctionnalité de la plateforme. Et deuxièmement, la plateforme n'a pas été conçue pour faire un profit. Son objectif principal est d'attirer des financements pour le holding. Et pour cette raison, l'obtention d'une licence en Lettonie ne nous semblait pas justifiée à ce moment-là. Et maintenant, nous sommes ouverts à l'idée d'obtenir une licence tant qu'elle convient à notre modèle d'un impact minimum sur nos investisseurs. Ouais, ok. D'accord. Alors, concernant le contexte global et les challenges que vous avez, est-ce que vous voyez un risque d'une baisse des taux d'intérêt sur Robocash et une augmentation du taux de défaut emprunteur qui pourrait être provoquée par une récession à l'échelle mondiale? La plateforme est une source importante de financement pour le groupe, mais pas la seule. Ouais. Nous surveillons également les actions de la Réserve fédérale et de la ROI sur le marché. Ok. Est-ce que vous pouvez développer un petit peu, par exemple, est-ce que vous pensez qu'il existe un risque en ce sens et dans ce cas, en fait, quel est le niveau de probabilité? Moi, je note les risques comme très bas parce que même dans les moments de turbulence, nous parvenons à maintenir un équilibre grâce à la diversification maximale de notre holding. Nous avons très bien surmonté les difficultés en février lorsque certains de nos concurrents ont été forcés de retarder les paiements aux investisseurs. Et notre plateforme a fonctionné sans arrêt. Ok, d'accord. Et quel est l'impact de la guerre en Ukraine sur Robocash? Le conflit en Ukraine n'affecte pas le fonctionnement de la plateforme. L'argent investi sur la plateforme des Robocash est destiné au développement des compagnies en Asie. Zymer, qui représente le groupe en Russie, se concentre sur le marché intérieur et ne participe pas à l'opération de la plateforme. Et notamment, Zymer n'a aucun emprunt auprès d'entreprises étrangères et possède suffisamment de fonds propres pour couvrir tous les besoins actuels. Ok. Quels sont, selon vous, les principaux facteurs de risque dans le contexte actuel, économique et politique? À quoi est-ce qu'on pourrait s'attendre? Le risque d'incertitude est probablement l'un des risques les plus évidents. L'issue des crises géopolitiques et économiques actuelles n'est malheureusement pas sous notre contrôle. Ce qui compte, c'est la façon dont nous sommes prêts à relever ces défis. Et grâce à notre résistance aux crises, nous pouvons continuer à servir efficacement nos clients et à honorer tous nos engagements envers eux, en maintenant les facteurs de risque à un faible niveau, je pense. Ok. Alors, il y a eu une sonnerie là chez moi, je ne sais pas si on l'a entendu, j'espère qu'on ne l'a pas entendu, si c'est le cas, désolé. Ok. Alors, j'aurais à ce moment-là juste une petite dernière question. Y a-t-il une dernière chose que vous souhaiteriez dire aux Français, investisseurs et investisseuses? Merci beaucoup de votre intérêt pour l'investissement P2P et merci à tous nos investisseurs pour leur confiance. C'est très important pour notre équipe en général et pour l'équipe de la plateforme en particulier. Merci beaucoup. Choisissez un métier par passion, croyez en vous-même et en vos capacités, cherchez tous les moyens d'apprentissage, n'ayez pas peur de prendre des risques. Sans risque, il n'y a pas de grand succès.
En investissant dans des produits RoboCash, vous pouvez diversifier votre portefeuille avec des crédits à court terme, crédits report, ainsi que des crédits commerciaux qui sont représentés par deux compagnies du Kazakhstan et de Singapour. Et je vous souhaite bonne chance dans votre investissement. Merci. Ok, écoutez, en l'occurrence, c'est moi qui vous remercie encore une fois. Merci pour toutes ces informations. On avait pris des choses super intéressantes, surtout en tant que Français. Moi, là, je suis assez optimiste, comme on dit, pour l'évolution future de la plateforme. Est-ce que je pourrais revenir vers vous si par exemple, il y a d'autres, il y a des investisseurs qui regardent justement cette vidéo. Voilà, s'ils ont des questions qui leur viennent par rapport aux informations que vous nous avez données, je pourrais revenir vers vous. Oui, oui, merci. Fantastique. Ok. D'accord. Encore une fois, ravie d'avoir une francophone chez RoboCash. Je vous souhaite tout le meilleur et puis bon courage. Très bonne journée aussi. Je ne sais pas quelle heure il est chez vous. On fait cette petite interview à 10h30. Donc, merci beaucoup, Emmanuel. Ouais. Merci à vous. Et je vous dis à une prochaine alors. Au revoir. Au revoir. Merci. Donc voilà, moi le truc que j'ai surtout retenu, c'est que RoboCash a l'intention de faire rentrer de l'immobilier dans son offre de crédit pour investir. Pour rappel, actuellement, c'est essentiellement des prêts conso et commerciaux. Et aussi que la plateforme compte se tourner un peu plus vers les Français. Et cette info qu'elle m'a lâchée, c'est que la plateforme devrait être disponible en français dans les mois qui viennent. Bon, après, elle m'a rien garanti ni signé sur le papier, hein. C'est une intention. On espère qu'avant la fin de l'année, ce sera plus concret. Mais si la plateforme devient effectivement disponible en français, ce sera super pratique pour beaucoup d'entre nous, je pense. Voilà, si toi, tu as d'autres questions auxquelles j'aurais pas forcément pensé, je t'invite fortement à me les mettre en commentaire sous la vidéo ou bien m'écrire directement à bonjour@quelintérêt.com. Je te les ferai passer et puis je te remettrai les réponses soit sous format vidéo pareil, soit sur mon blog. Voilà, bon, c'était un format de vidéo un peu plus long que d'habitude. J'espère que tu as appris des choses intéressantes. Abonne-toi à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et puis, moi, je te dis à la prochaine. Allez, ciao!